Imaginez, vous comparaissez comme victime de violences avec armes dans une salle d'audience et, au lieu de lui parler du délit, vous vous faites menacer par une procureure. Cela semble invraisemblable. Et pourtant, c'est l'histoire que j'ai vécue et on va décrypter ensemble les fautes professionnelles qui ont été commises, mettre en relief comment, avec des moyens très simples, les magistrats auraient pu reconnaître victimes et coupables. Si j'enregistre dans mon véhicule, c'est parce que cette procureure est allée au bout de ces menaces. Elle les a mises à exécution. Actuellement, une plainte avec constitution de partie civile est en cours, mais est-ce qu'un magistrat sera capable de poursuivre d'autres magistrats? Et d'ailleurs, forte de mon expérience avec la justice, je propose une formation pour des magistrats qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences et le lien est dans la description de cette vidéo. Bien, eh ben voici l'histoire. J'étais à pied, au bord d'une route départementale de 4 mètres de large, une voie en double sens, en train de papoter avec une voisine, que je connaissais pas tant que ça, quand un autre voisin a délibérément traversé la route pour venir droit vers moi. Son rétroviseur a heurté mon poignet, il y a eu un bruit sourd, il a su qu'il m'avait touché, et pour autant, il ne s'est pas arrêté, il est parti. Les os ayant été déplacés par le choc, il s'est mis à gonfler douloureusement. Suite à cela, ma voisine a fait un malaise cardiaque et j'ai laissé son mari s'en occuper et de mon côté, je suis remontée chez moi en état de choc. Arrivée chez moi, j'ai téléphoné à la gendarmerie et là, j'étais complètement stupéfaite. Deuxième choc, si je puis dire. À ce moment-là, la gendarmette qui a pris mon appel téléphonique m'a rayonnée et elle m'a dit qu'il n'allait pas certainement pas faire déplacer les pompiers pour un poignet et que si je voulais, je n'avais qu'à aller par mes propres moyens faire des radios et consulter. Et là, j'ai mis en danger la vie d'autres personnes en prenant le volant de mon véhicule pour aller voir un médecin, passer des radios et en fait, il y avait rien de cassé, il y avait les os qui avaient été déplacés et donc j'ai eu une attelle et comme je travaillais dans la restauration, je pouvais plus du tout me servir de mon poignet et donc le médecin m'a prescrit 28 jours d'ITT et puis des anxiolytiques, de quoi dormir et j'ai dû faire pas mal de séances d'ostéopathie pour remettre ces os en place par la suite. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est passé par la suite. Donc, premier problème, les gendarmes ne m'ont pas cru. C'est-à-dire qu'ils me ont jugé. C'est pas leur rôle en fait. Et du coup, bien qu'il s'agisse de délits réprimés par des articles 222-11, 222-12 et 434-10 du code pénal, qui donne comme peine des peines de prison allant entre 3 et 5 ans. Ce monsieur, alors qu'il était récidiviste, donc qui avait, je le savais pas, mais il avait déjà été condamné 2 fois pour violence, eh bien ce monsieur n'a pas été placé en garde à vue. Donc il a fait traîner, 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 et il n'y a que 7 ou 8 mois plus tard qu'il s'est présenté pour faire sa déposition. Le problème numéro 2, c'est que malgré les preuves, eh bien les faits ont été requalifiés en faits involontaires. Alors, ça c'est pareil, j'ai pas du tout compris pourquoi on changeait mes propos et les propos de mes témoins. Donc les faits ont été requalifiés en violence involontaire avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Donc ça c'est encore c'est une première preuve que au niveau de la magistrature c'est pareil. Je ne suis pas crue, nous ne sommes pas crus, et le procureur qui a traité cette affaire ne comprend pas la gravité des faits. Problème numéro 3, avec le temps, ce monsieur et sa femme ont réussi à faire croire au voisinage, au maire, qu'en fait j'étais une menteuse et ce que je voulais c'était lui extorquer de l'argent. Et du coup en fait lui il est passé comme victime et moi je passais pour la méchante et ça c'est pareil, c'est insupportable.
Et tout ça parce que ce monsieur a eu le temps, au lieu d'être mis de suite en garde à vue et d'expliquer ce qui s'était passé. Et donc, avec sa femme, il prenait un malin plaisir de m'insulter, de me menacer. Et j'ai une vidéo extrêmement parlante qui montre tout ça. Malheureusement, mais là c'est pareil en fait. Les magistrats ont cru sur parole ces personnages quand ils disaient qu'ils agissaient comme ça avec moi parce que je les menais à bout, alors qu'en fait, je ne leur ai jamais rien dit, rien fait. Et donc j'étais toujours en danger. Problème numéro 4. Comme monsieur n'est pas venu ni à la conciliation ni à la médiation, eh bien l'affaire a été portée au tribunal correctionnel. Et là, je me suis retrouvée devant des magistrats qui n'ont pas du tout respecté la loi. J'étais conviée en fait dans une petite salle, une salle à huis clos, privée, une salle privée à huis clos, alors que rien ne l'obligeait. Il y avait absolument. Et puis à ce moment-là, au lieu que ce soit la juge qui prenne la parole en premier, qui expose les faits, qui pose des questions à mon agresseur présumé, c'est la procureure qui a pris la parole en premier et au lieu de parler de l'accident, elle s'est retournée vers moi et elle m'a menacée de s'occuper personnellement de mon cas. Donc avec un procureur qui ne prend aucune réquisition pénale, la juge de toute façon ne pouvait que relaxer mon agresseur présumé. Je me suis donc retrouvée doublement en danger par ce monsieur et par une procureure qui était en train de se raconter une histoire sur moi. Alors, quelles sont les fautes professionnelles que l'on peut tout de suite remarquer? Les codes de loi n'ont pas été appliqués et respectés. Il n'y a pas de garde à vue. La parole d'un multirécidiviste est mieux considérée que celle de la victime qui est pourtant inconnue des services judiciaires. Pour les professionnels de la justice, la victime ment, les témoins mentent, le médecin ment, les radiologues mentent, l'ostéopathe ment, en fait tout le monde ment. À ce moment-là, je me demande pourquoi est-ce que le médecin et les témoins, etc., et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été poursuivi pour mensonge, pour faux, et etc., si on n'est pas cru. Et puis, bien sûr, juger dans une salle à huis clos et menacer la victime présupposée, on passe encore un autre cap au niveau des fautes professionnelles graves. Alors, quel est le gros problème de cette histoire? En fait, il s'agit du tri sur soi, ou encore appelé les biais cognitifs. Les gendarmes, par exemple, n'ont pas pu imaginer que les délits que je racontais étaient vrais. Et du coup, après m'avoir rionné et mise à la porte une première fois, ils ont fini par prendre ma déposition. Mais les questions étaient orientées. Madame, étiez-vous au milieu de la route? Avez-vous bougé vers la voiture quand monsieur passait? Dans cette affaire, j'ai d'abord été jugée une première fois par des gendarmes, alors que normalement c'est pas leur rôle. Ils doivent faire preuve de neutralité, simplement prendre les dépositions, sans orienter les déclarations. De plus, il aurait été normal de mettre ce monsieur récidiviste en garde à vue, et ce afin de nous confronter et de vérifier la véracité des faits, afin d'organiser une comparution immédiate, par exemple, et me protéger. À la place, monsieur a continué à me violenter et il a pu, avec la concertation avec ses amis, me faire passer pour une menteuse. Ensuite, il y a eu également les biais cognitifs d'un procureur qui a minimisé les faits et les a requalifiés en violence involontaire. Il a admis que l'auteur avait reconnu les faits, ce qui n'était pas le cas. Et de plus, c'était pas des violences légères puisqu'il y avait 21 jours d'ITT. Alors y a-t-il faute professionnelle dans le sens où les conditions n'étaient pas remplies pour proposer conciliation ou médiation? En tous les cas, comme monsieur ne s'est pas déplacé, il y a eu cette audience au tribunal correctionnel, et c'est là que tout a vraiment basculé dans des fautes professionnelles extrêmement graves. Je ne sais absolument pas pourquoi mon affaire et moi-même avons été traités de la sorte par les magistrats. Je ne connais aucun magistrat et aucun magistrat ne me connaît. On peut dire que ce qui a permis ces graves fautes professionnelles, ce sont les biais cognitifs. C'est l'arbitraire, la partialité
via des biais cognitifs. La magistrate qui m'a menacée s'est raconté une histoire sur moi. Et elle n'a pas vérifié si l'histoire qu'elle se racontait était vraie ou pas. Elle n'a pas cherché à vérifier si j'étais réellement le personnage qu'elle s'imaginait. Elle était en plein dans son imaginaire, bien manipulée par les propos tenus par mon agresseur et ses amis. Alors, comment les magistrats peuvent-ils éviter de se faire manipuler par des victimes potentielles ou des agresseurs potentiels? Alors, un manipulateur menteur va toujours parler de façon globale et calomnier sa victime pour laisser son auditeur, en fait, se raconter une histoire. L'exemple dans ce cas, il parle de la psyché du médecin en disant que c'est un médecin de complaisance, de la psyché de la voisine en disant que c'est une voisine de complaisance, de ma psyché en disant que je suis une personne qui veut de l'argent et qui s'est délibérément projetée vers sa voiture afin d'être blessée, ou alors, en fait, j'ai juste raconté des histoires. Et dans ce cas, en fait, les magistrats ont préféré la version de mon agresseur, même si c'était une personne déjà condamnée pour violence, au lieu de croire des personnes comme mes témoins, moi-même, les médecins, qui n'avions jamais été condamnés. Une seule possibilité pour les magistrats pour éviter de se tromper, c'est de faire du tri sur l'autre, de poser des questions, de reformuler, de se poser des questions sur soi-même. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qui fait qu'on croit ça? Et à ce moment-là, il est important de vérifier si l'histoire que ces magistrats se racontent, c'est bien ce qui s'est passé. Ici, par exemple, les magistrats auraient pu me demander si je connaissais ce médecin depuis longtemps, et est-ce que c'était une attestation de complaisance, et est-ce que c'était des ITT de complaisance, des prescriptions de complaisance. Les magistrats auraient pu me demander quels étaient mes liens avec la voisine, si on était très amis, ou au contraire si on était juste des voisins qui ne se côtoyaient pas tant que ça. Et les magistrats auraient pu remarquer par l'intelligence artificielle ou autres moyens les incohérences de ce que monsieur racontait entre les propos tenus par les protagonistes et l'enquête de police ou de gendarmerie. Par exemple, monsieur dit que la route était à sens unique alors que c'était une départementale de plus de 4 mètres de large en double sens. Un magistrat, normalement, ne juge pas une histoire, mais il juge des faits répréhensibles par la loi. Si un magistrat veut se faire un film dans sa tête, alors automatiquement, il faudra qu'il choisisse son camp. Et du coup, il n'y aura plus la neutralité, il n'y aura plus l'impartialité, il n'y aura plus que de l'arbitraire, parce qu'il ne peut pas se raconter deux histoires dans sa tête. Il ne peut pas se raconter deux versions dans sa tête. Alors, voici les faits. Un conducteur de véhicule à moteur, de véhicule terrestre à moteur, a percuté un piéton. Quelles sont les preuves? Il y a 2 témoins, dont un direct et fiable. Il y a un ITT de 21 jours. Il y a des ordonnances. Il y a une attestation d'un ostéopathe. Il y a des radios. Il y a le fait que des gens confirment m'avoir vu avec une attelle. Le présupposé coupable a déjà un casier judiciaire, condamné 2 fois pour violence, dont une fois avec 8 mois de prison avec sursis. Et on peut être sûr qu'il ment par rapport à la largeur de la route, par exemple, et en déduire que il a l'art de mentir pour échapper à la prison. Alors, pour résumer, j'aurais préféré me faire juger par une intelligence artificielle qui n'aurait regardé que les faits, plutôt que d'être jugé par des magistrats qui se laissent manipuler jusqu'à prendre des décisions hors la loi.